à tous, bonjour à tous ceux qui continuent à se connecter. C'est très bien. On est très nombreux aujourd'hui pour le 14e épisode du webinaire des générateurs Nouvelle-Aquitaine. Donc merci de vous être mobilisés en nombre sur le sujet de la situation des réseaux électriques en Nouvelle-Aquitaine et les perspectives de développement, qui est un des sujets d'actualité des filières énergie renouvelable électrique. Et dans ce webinaire, on va accueillir Patrick Asquette, qui va nous faire un état des lieux du développement des ENR électriques en Nouvelle-Aquitaine, un état de la planification des adaptations du réseau et un état des lieux des zones sous tension et des perspectives. Puis je poursuivrai par un point sur le rôle et l'implication des collectivités dans la planification. Mais avant de poursuivre et de laisser la parole à Patrick Asquette, je voulais vous toucher deux mots pour ceux qui ne connaissent pas encore le réseau Les Générateurs Nouvelle-Aquitaine, vous présenter notre réseau et nos missions. Le réseau Les Générateurs, c'est un réseau qui est soutenu par l'ADEME, par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et qui a pour mission d'aider les communes, les EPCI, tous les élus des collectivités locales dans le développement des filières éoliennes et photovoltaïques sur leur territoire. Les aider, c'est à travers différentes missions. Ce webinaire en fait partie, ça peut être des visites de sites, d'installations, la fourniture de documents ressources, et puis les aider dans leur stratégie de développement sur leur territoire, quand elles sont sollicitées par des porteurs de projets éoliens photovoltaïques, et puis quand les collectivités souhaitent aussi développer sur leur foncier, sur leur patrimoine, des projets énergie renouvelable et électrique. C'est un réseau qui vise à conseiller de manière neutre, gratuite et objective, et de pouvoir orienter vers tous les acteurs qui ensuite pilotent le développement de stratégies, de projets d'énergie renouvelable électrique. Donc le réseau, n'hésitez pas à le solliciter tous, vous en bénéficiez en Nouvelle-Aquitaine, et dès que vous avez des projets en émergence ou des stratégies sur votre territoire, vous pouvez solliciter le réseau générateur. En Nouvelle-Aquitaine, ce réseau, il est animé par 3 structures, le CRER, l'ALEC 33 et Sirena. Et donc, en fonction des sujets, des thématiques et de votre territoire, on vous orientera vers le conseiller qui est adapté pour vous. Je vous illustre ici un catalogue d'animation que vous pouvez nous demander en fonction des sujets que vous souhaitez traiter sur votre territoire, soit des sujets techniques liés à la grille PV, aux ombrières, aux bâtiments, à l'autoconso collective, ou alors des sujets liés à l'appropriation territoriale des projets, comment la collectivité peut s'impliquer, comment la collectivité peut impliquer d'autres acteurs, et comment discuter avec des opérateurs et des développeurs de projets sur des projets qui se développent sur vos territoires. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Vous pouvez consulter tous les documents ressources qu'on a produits depuis 2022. C'est le début du réseau Les Générateurs. Donc avec des bilans détaillés de ce qu'on a fait ces dernières années. L'ensemble des webinaires, dont cet épisode est le 14e, vous pouvez les revoir. Ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube Les Générateurs. Et si vous souhaitez nous contacter pour votre commune, pour votre territoire, une seule adresse, nouvelle-aquitaine@generateur.info. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Profitez des compétences des conseillers pour vous accompagner dans vos projets et vos démarches. Maintenant que l'introduction est faite, je vais laisser la parole. D'abord remercier Enedis d'être présent aujourd'hui pour nous partager leur expertise sur les réseaux électriques. Et je vais laisser la parole à Patrick Asquette, qui est responsable de développement des ENR à la direction régionale Aquitaine Nord, pour nous présenter un état des lieux de la situation. Est-ce que Patrick, tu es présent et tu peux activer ton micro? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bien, bonjour à tous et toutes. Merci au CRER, merci Mathieu pour cette invitation et l'occasion qui est donnée à Enedis effectivement pour vous éclairer sur la situation des réseaux sur la Nouvelle-Aquitaine. Je remercie Sirena et Alec également, organisateurs et partenaires de ce webinaire. Voilà, donc là, vous avez devant vous, donc en haut à gauche, là, un graphique qui permet de dire que sur la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, en ENR mis en service sur le réseau d'Enedis, ça représente 7,4 gigawatts. Donc, essentiellement, comme vous voyez, c'est du photovoltaïque
dynamique très très forte sur la Nouvelle-Aquitaine sur le sujet, avec également une partie d'éolien, de l'hydraulique, d'éco-génération, la biomasse, etc. Mais essentiellement du solaire. Donc 7,4 gigawatts, c'est cette petite tranche nucléaire en ENR sur Nouvelle-Aquitaine, donc c'est important. Et vous voyez la progression qu'il y a pu y avoir entre 2024 et 2025, elle représente plus de 117% de taux de croissance de mise en service entre 2024 et 2025. Pour avoir une petite référence à la Maille France, c'est 55,6 gigawatts qui sont actuellement mis en service sur le réseau Enedis. Pour comparer avec le parc de production nucléaire en France, qui est aux alentours de 61 gigawatts, on s'aperçoit que les ENR sur la Nouvelle-Aquitaine en France représentent pratiquement le niveau du parc. Évidemment, c'est pas la même production, hein, c'est une production intermittente et qui fonctionne en fonction des éléments naturels. Mais malgré tout, en termes de puissance, voilà, on n'est pas très loin de la capacité de puissance des centrales. Ce que vous voyez à droite, c'est le nombre d'installations en haut. D'installations, alors, en bleu, ce qui est inférieur à 36 kVA, c'est-à-dire toutes les installations sur les toitures, hein, les maisons, c'est plutôt domestique. En vert, c'est les installations qui sont raccordées plutôt sur des hangars et des ombrières, hangars agricoles en particulier. Et puis en orange, c'est le nombre d'installations de PV au sol, sur le terrain dégradé et autres, installées mis en service. Et en termes de puissance, on voit en bas ce que ça représente en termes de puissance. Donc on voit que la BT n'est pas si anecdotique que ça, puisque globalement, ça représente un peu plus de 2,4 gigawatts. Et sur le réseau, sur la partie HTA, c'est 4,8 gigawatts qui sont mis en service. Alors, au niveau des réseaux, on parle de congestion effectivement aujourd'hui, et on va le voir pourquoi, pour quelles raisons, mais quand même, il faut se dire, ce qui est intégré dans le pavé bleu à gauche, en bas, en fait, on a un volume de raccordement de 10 projets en cours de travaux, et ces projets seront mis en service il y a 2 à 3 ans sur le réseau d'Enedis. Alors, ça peut être un peu plus long pour certains projets si des travaux post-source sont nécessaires. Et donc, il y aura d'ici 3-4 ans, 4,9 gigawatts supplémentaires qui seront mis en service entre des projets VT et des projets HTA. Donc, on voit que la dynamique, elle est maintenue, le carré de commande est là, les projets continuent. Donc, il y aura toujours dans les prochaines années une forte dynamique sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, si on regarde maintenant le slide suivant avec la carte de la Nouvelle-Aquitaine, donc cette carte date de fin d'année 2025. Elle représente en fait là où il y a des capacités encore sur la Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui est en vert. Et puis on voit qu'il apparaître des tâches saumon. Ce sont des zones où on est entre 0 et 10 MW de capacité restante. En référence au schéma extraordinaire, on y viendra tout à l'heure, à quoi il sert. Et en fait, cette carte vous permet en fait à l'ensemble des développeurs, à l'ensemble des élus, de voir si les projets qu'ils souhaitent développer eh bien, auront une possibilité de raccordement dans des délais standards ou des délais qui seront plus importants, liés soit à des travaux, soit liés à la révision du schéma extraordinaire qui vient d'être relancé. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on voit apparaître sur la carte, vous voyez des ronds rouges. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, nous avons des contraintes de réseau, mais liées au réseau de RTE. Alors, je vous rassure, hein, cette carte, elle a été construite avec évidemment les équipes de RTE. Et en accord avec eux, on est en capacité de la présenter aujourd'hui. Elle a fait l'objet d'une présentation également au Forum des énergies renouvelables organisé par Enedis en juin dernier à Limoges. Et donc, cette carte permet en fait de voir effectivement où sont les congestions. Et donc, c'est là où il y a les ronds sont rouges. Donc, ça veut dire que sur le fond de la carte, ce qu'on voit, c'est la disponibilité sur les réseaux d'Enedis. Et là où il y a des ronds rouges, c'est là où il y a des contraintes RTE. Voilà comment il faut interpréter la carte.
Et sachant qu'on voit aussi des croix bleues. Et là, c'est toutes les créations d'ouvrages de post source qui sont lancées. Alors, avec besoin d'avancement, hein, soit on est en train encore de chercher le terrain et d'avoir des accords avec des propriétaires, soit les travaux sont un peu plus avancés, on est au stade des études ou voire au stade des travaux. Donc, vous voyez la répartition au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce seront donc des capacités internes qui seront à nouveau disponibles pour répondre à des demandes de raccordement qui sont déjà dans les files d'attente et qui permettront de créer des capacités supplémentaires. Juste pour vous informer que très prochainement, Enedis va mettre en ligne une carte, alors avec une colorisation un peu différente, mais toujours avec les données RTE et toujours en accord avec RTE. Donc, on n'a pas encore la date précise de la mise à disposition de cette carte-là, mais elle vous permettra de l'avoir en ligne et de pouvoir vous situer sur là où il y a des capacités et là où il y a des projets qui peuvent être développés ou pas. Alors, avec tout au moins des réserves dans le sens où la cartographie est une vision à un moment donné et elle ne peut pas, elle ne peut pas projeter à 4 ou 5 ou 10 ans, puisque elle va évoluer en fonction des demandes de raccordement qui vont être demandées et donc les capacités qui vont être petit à petit être utilisées. Donc voilà, ce sera une information qui sera très utile pour vous dire quel niveau de capacité il reste, mais elle ne pourra pas répondre à une exigence une garantie en tout cas de raccordement à moyen et long terme. Mais on reviendra vers vous dès lors que cette carte sera disponible. Je pense qu'on organisera à la Maille Nouvelle-Aquitaine un webinaire également pour porter cette carte et pour vous donner cette information. Je propose de continuer. Nous avons une situation de congestion, on en a parlé, avec des situations très particulières à certains endroits, des départements qui sont plus concernés que d'autres. Et là, je vous propose de visualiser l'état des dossiers qui sont actuellement suspendus, à la fois sur des projets à raccorder sur la haute tension, autant sur les projets raccordés sur la basse tension. Alors, pourquoi ces dossiers sont suspendus? C'est une décision qui a été prise par le ministère de l'Énergie, une décision qui fait suite à des échanges entre RTE, Enedis, la Creux et la DGEC au mois de mars 2025, et sur lequel on a posé le sujet dès lors qu'il y a des contraintes techniques et des limites en capacité, il était nécessaire d'avoir un avis de la Creux et la DGEC sur est-ce qu'on continue de cette manière à raccorder avec un risque pas de blackout, mais en tout cas de fort déséquilibre du réseau. Et je vous expliquerai pourquoi les raisons ensuite. Où est-ce que l'État accepte la situation, sachant qu'il y avait deux situations exposées. Un sujet de discrimination possible entre des projets HTA qui étaient refusés lors des études d'insertion par RTE et des projets BT qui étaient passants dans le cadre du schéma S3R et dans le cadre des raccordements anticipés. La position donc, de RTE a été très claire avec la DGEC, c'est de dire qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination et donc tout le monde devait être à la même enseigne. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la suspension des dossiers en attendant la révision du prochain S3R ENR. Je donnerai quelques informations là-dessus. Et donc, depuis le mois d'octobre, nous avons informé, communiqué auprès de toutes les parties prenantes, territoriales, les développeurs, les mandataires de la situation pour les informer de ce besoin, soit d'attendre la révision, soit de sortir du fil d'attente suivant l'état de maturité du projet. Voilà, donc là, vous avez une vision précise de l'état de suspension. Donc, ça représente pour autant donc en HTA 130 MW, sur la basse tension 135 MW. Globalement, sur la Nouvelle-Aquitaine, ça représente 5%, 5% donc de l'ensemble des projets qui ont été demandés à Enedis. Donc, c'est vrai que certains départements sont plus concernés que d'autres, on le voit, notamment le Lot-et-Garonne,
la Creuse, la Charente et la Dordogne. Pour autant, voilà, c'est des situations très localisées et qui peuvent poser évidemment des grandes difficultés pour les projets, surtout pour les collectivités et certains projets qui auraient pu être avancés. Et on est en contact avec les collectivités concernées et ces mandataires pour essayer de leur donner des perspectives et sur leur projet. Ce que je vous propose, c'est je propose de dérouler je ne l'ai pas dit au début, mais je m'en excuse. Je propose de dérouler puis de répondre aux questions à la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'avoir des perspectives? C'est le fait d'avoir un schéma 0NR qui est là pour optimiser, planifier et anticiper l'ensemble des travaux de structure qui sont importants. Je vous montrerai tout à l'heure le schéma actuel, mais aujourd'hui, au vu de l'état des capacités, on a atteint plus de 93% des capacités du schéma S3R. Du coup, il y a une décision qui a été prise par l'ADREAL et RTE sous l'égide du préfet de région et de la DGEC de relancer donc une révision du schéma S3R qui avait été arrêté en juillet dernier, faute de PPE. Cet outil, c'est un outil national qui ensuite est décliné à la maille régionale et il dépend de la PPE, donc le plan pluriannuel de l'énergie, version 3, et je pense que vous êtes bien informés sur le sujet. On voit bien les difficultés pour l'État de définir les ambitions. Et donc, ce schéma S3RNR dépend de ce plan-là. Donc, faute de PPE, on a dû effectivement arrêter la révision qui était déjà engagée depuis plus de 2 ans avec RTE et l'ADREAL, avec les fédérations de producteurs, avec SRD, avec GREDIS, avec la région. Et on a relancé là tout juste depuis 2 semaines, on a relancé cette révision avec des scénarios. Et donc, RTE va communiquer très prochainement sur le sujet, une fois que ça aura été validé par le préfet de région. A priori, l'objectif donc qui sera donné, c'est de pouvoir, à horizon 2040, avoir une capacité de raccordement de NR de 30 gigawatts. Avec le schéma actuel, on va atteindre 20 gigawatts. Et à Maille France, l'objectif est d'atteindre 160 gigawatts en 2040. Donc, tout ça est en cours de validation. Le dossier doit être déposé auprès du préfet de région dans les prochains jours avec l'ADREAL, puisque c'est RTE et l'ADREAL qui sont à la manœuvre sur le sujet, et Enedis et les gestionnaires de réseau sont là pour contribuer à la construction des scénarios qui doivent prendre en compte l'ensemble des typologies de projets, que ce soit la basse tension, raccordé à la haute tension ou à la très haute tension, des projets d'envergure. Je vous propose de voir ce qu'est le schéma S3R actuel dans le suivant. En fait, le schéma dans lequel nous sommes, c'est un schéma qui a été signé par le préfet en 2021, préfet de région, et avec un horizon à 2030 de raccorder 16,3 gigawatts, dont 800 mégawatts de BT, de basse tension. Je vous disais, les capacités ont été atteintes à hauteur de 93% en ce début d'année. Une précision, 800 mégawatts de producteurs BT, nous étions, l'étude en tout cas a été réalisée avant 2021 et comme vous le savez, le S21, le décret qui a permis d'accélérer le raccordement et la mise en service de projets, on en a vu les résultats tout à l'heure, eh bien, juste un chiffre pour vous dire que, alors qu'on prévoyait 800 MW de BT, donc à horizon 2030, on avait reçu côté Enedis 2,4 gigawatts de producteurs BT en 2024. Donc on voit bien que du coup, le schéma prévu a été modifié par les différentes demandes.
Et les gisements de l'époque, hein, de 2019-2020, ne permettaient pas de savoir qu'il y aurait eu autant de demandes. Alors, basse tension, mais aussi haute tension. Et donc, les travaux et les prévisions de travaux ont dû s'adapter au fur et à mesure des demandes de raccordement. C'est un message sur lequel je souhaite assister pour bien comprendre comment ça fonctionne. Un schéma S3RNR s'appuie sur un gisement, c'est-à-dire sur des données qui sont sur une plateforme de RTE que les producteurs déposent pour les projets haute tension et, euh, et sur les structures HTB de RTE. À côté de ça, on n'a pas de plateforme pour tous les projets BT. Donc, en fait, on est sur des études économétriques qui permettent d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est une des difficultés, c'est d'avoir les bonnes données pour prévoir les bons réseaux de demain. Juste pour exemple, hein, dans le cadre de la révision, avec les collègues de GRD et de SRD, nous avons essayé d'estimer donc le potentiel de producteurs BT à horizon 2040. On a questionné, alors en tout cas, Enedis a questionné 150 producteurs pour connaître leurs prévisions de développement à horizon 2028, pour savoir combien, où et quand. À cette question, on a eu 40% de réponses. Tout ça pour vous dire, c'est pas, c'est une difficulté. C'est une difficulté d'avoir une estimation précise de quels seront les projets de demain, à quel endroit pour adapter les réseaux et commencer à faire des études sur les réseaux et l'adaptation des ouvrages. Donc, le schéma S3R est un outil d'optimisation, de planification. Pour autant, on voit bien que les données d'entrée sont très importantes. Et sachant qu'un projet qui est déposé aujourd'hui peut aussi avoir des recours, peut aussi avoir des difficultés sur la partie administrative ou environnementale. Donc, ça peut être une difficulté supplémentaire à la fin pour pouvoir prévoir les travaux. Alors, dans ce schéma S3 aujourd'hui, actuel, c'est quand même 16,3 gigawatts à horizon 2030 et 1,5 milliard d'euros pratiquement qui sont financés par les producteurs et 350 millions d'euros par les gestionnaires de réseau. Donc, on voit que c'est une enveloppe financière très importante, mais aussi avec une inertie des travaux qui peut être très importante aussi. On voit que dans le projet, ce qui est en bas, c'est 32 postes sources qui étaient prévus d'être construits, 65 km de lignes aériennes, très haute tension, et 480 km de lignes souterraines, très haute tension. Bon, juste un sujet aussi hein, qui sera devant nous, c'est pour avoir plus de NR, c'est permettre de créer ces ouvrages. Et on voit très bien autour de nous, à travers les médias, on voit très bien qu'il y a un sujet autour de l'acceptabilité des ouvrages, des réseaux, des postes sources à certains endroits. Et ça aussi, c'est un sujet qui sera très important à venir et peut-être des réflexions avec l'ensemble des élus et les collectivités pour voir comment ces ouvrages-là peuvent être acceptés et construits dans les délais. Je propose de continuer. On parle de congestion, mais en même temps, on met beaucoup de moyens, on a revu nos organisations pour faire en sorte que ces projets puissent être accordés dans les délais convenables. 80% des installations sont quand même raccordées au gestionnaire de réseau, pas sur le réseau de RTE. Hein. Donc, les gestionnaires de réseau sont très impactés par ce développement-là. C'est un enjeu important pour nous. Et à tel point qu'un plan de développement a été rédigé horizon 2040 avec une enveloppe financière de 96 milliards d'euros par Enedis, dont 10 milliards pour les ENR. Donc c'est des sommes extrêmement importantes, mais encore faut-il que nous puissions avoir de la visibilité. Et cela commence par une vision de la PPE et ses ambitions pour pouvoir estimer les moyens nécessaires dans les années à venir pour pouvoir répondre à ces enjeux. Alors en attendant, malgré ces congestions, Enedis propose des solutions hein, aux producteurs, soit des offres de raccordement alternatives. Ça permet en fait à des producteurs, s'ils souhaitent un raccordement à 10 MW, par exemple, de leur proposer, et que le réseau ne permet pas cette capacité-là, mais une capacité à 8, eh bien, on leur permet d'être raccordés
au réseau à hauteur de pour une puissance de 8 et on va ensuite pouvoir moduler la puissance et passer un contrat avec le producteur pour que il puisse y avoir de l'effacement par moment parce que le réseau est un peu plus contraint à certains moments de la journée. On a depuis 2022 poussé et proposé à l'État, à la CRE et à la DGEC, la possibilité de raccorder de manière anticipée. C'est-à-dire que depuis 2022, même si les travaux ne sont pas encore réalisés, mais qui sont prévus dans le cadre du schéma S3R, on a la possibilité de le raccorder par anticipation, avec un délai max de 2 ans. Dans les 2 ans, on doit attendre la fin des travaux, mais ça a permis de mettre en service 2500 installations basse tension sur 36 sans attendre la fin des travaux. Donc, c'est un travail qui a été mené avec RTE. On a cherché des solutions pour répondre au mieux à ces projets. Voilà, il y a quelques conditions quand même à remplir, mais la solution a été proposée et mise en œuvre. Face à ces congestions également liées à des hausses de tension, il faut savoir que les ENR aujourd'hui, avec les projets basse tension, il y a un phénomène d'équilibre des réseaux. C'est-à-dire que 80% des ENR sont développés dans le domaine sur des territoires ruraux. Et pas là où il y a la plus grande consommation. Et effectivement, dès lors qu'il y a une production plus importante que la consommation, eh bien, il y a une tension qui augmente naturellement. C'est l'électricité c'est les principes de l'électricité. Et face à ça, nous devons adapter également et investir massivement dans les réseaux de tension pour renforcer les réseaux là où c'est nécessaire. Donc, le risque, c'est qu'il y ait des décrochages de producteurs BT par limite de tension. On en a eu quelques-uns sur certains territoires. Donc, Enedis vient de lancer un grand programme de plan de tension de façon à investir sur le réseau de haute tension et permettre le développement des projets BT. Une solution aussi qui est sur laquelle il y a très grande demande, c'est les solutions de stockage. Effectivement, on va le voir tout à l'heure, mais ça peut répondre si dans un cadre très précis, réglementaire, ça peut permettre, là où il y a une cloche solaire, de pouvoir soutirer au même moment pour permettre de limiter l'importance de cette cloche solaire et injecter à un autre moment de la journée. Donc ça, c'est des solutions qui sont en cours de réflexion au niveau de l'État avec RTE, Enedis et tous les gestionnaires de réseau, les fédérations de producteurs. Tout le cadre n'a pas encore été complètement défini. Un cadre existe, c'est celui qui est intégré au TURP, avec une option tarifaire. Il y a un cadre réglementaire a été défini sur le principe de dire on impose donc à des sites uniques de stockage, pas des sites hybrides, on impose le soutirage pendant cette cloche solaire et l'injection à un autre moment. Donc voilà, c'est le premier cadre réglementaire qui a été mis en place et qui sera mis en œuvre en 2028. Et voilà, toutes les demandes sont en cours d'instruction aujourd'hui. RTE travaille dessus et Enedis également. Il y a un sujet autour de la pilotabilité des producteurs laitiers. On voit bien qu'aujourd'hui, avec cette complexité, vous l'avez compris, entre l'injection et le soutirage, il y a nécessité de savoir piloter l'ensemble des injections. On sait le faire avec des projets haute tension, mais pas encore avec les projets basse tension. Il n'existe pas de matériel. Alors, on a des collègues de SRD qui ont un coup d'avance là-dessus, qui proposent cette solution. Mais pour le moment, côté Enedis, nous sommes en train d'expérimenter sur 3 territoires cette solution-là et pour ensuite pouvoir regarder une généralisation. Et puis enfin, il existe aussi des projets flex, là où il y a de la capacité. C'est cette notion de variabilité entre la production et la consommation. J'en ai parlé tout à l'heure, faire en sorte qu'on soutire au moment où on produit. Ou d'effacer au moment où on surproduit. Voilà, c'est aussi lié à la pilotabilité. Donc, il y a un certain nombre de projets flexibilité, sont proposés sur un certain nombre de territoires et qui permettent le raccordement des ENR. Alors, juste pour
aller un peu plus dans le détail du phénomène sur les réseaux électriques. Dans le slide suivant, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution importante que nous voyons depuis 2019 avec l'accélération du développement du solaire et avec une projection à 2030. Ce que vous voyez en haut, c'est en puissance, en gigawatts, et vous voyez cette dimension solaire qui prend beaucoup de place, de plus en plus de place, mais qui en même temps, par rapport à la consommation, pose un souci, je vous le disais, de tension haute, mais également un autre phénomène qu'on ne voit pas, qui est virtuel, c'est les conséquences sur le marché de l'électricité. Comme vous le savez, hein, c'est l'offre et la demande, et à partir du moment où il y a surproduction, mais, hein, les prix deviennent négatifs. Et ça pose aussi un sujet une grande difficulté sur le système électrique, Maille France et Maille Régionale, où RTE est amené, en tant que responsable du système électrique, est amené à adapter du coup les systèmes de production en fonction de pas seulement de la consommation, mais aussi de la quantité de production qu'il y a sur le réseau. Et on voit le phénomène s'amplifier, c'est ce qu'on voit sur les courbes d'en bas. On voit ce phénomène s'amplifier et une conséquence directe, c'est le décrochage, le découplage volontaire, puisque les prix sont négatifs, découplage des producteurs. Et ça a des conséquences, puisque du coup, par moment, eh bien, on peut avoir une surproduction et par moment avoir une baisse de production de manière très rapide et très brusque. Du coup, ce sont les centrales nucléaires aujourd'hui qui modulent cette puissance-là et c'est pas sans conséquence pour ces centrales qui ne sont pas faites pour ça. Alors, ces centrales ont toujours fait de la régulation entre le jour et la nuit avec une inertie importante. Et là, on est sur des événements brusques. Et pour le coup, ça aujourd'hui, bien, effectivement, au niveau de l'État, la DGEC, la RTE, le EDF, il y a des discussions par rapport à ça, puisque il faut raisonner en coût complet. Il faut raisonner avec l'ensemble des paramètres de production. Et là, ça a des conséquences sur le prix de la facture d'électricité à la fin. Ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça qu'il y a un grand débat aujourd'hui. Et avec une mission qui a été demandée pour étudier ce phénomène-là et voir les solutions à mettre en place. Alors pour autant, on cherche, je parlais des flexibilités tout à l'heure, hein, c'est justement pour répondre à ces besoins-là, à la fois dans le temps, c'est-à-dire à la semaine, à la journée, apporter des flexibilités pour permettre ces modulations de puissance, mais également, vous avez dû en entendre parler, la possibilité aujourd'hui, par les fournisseurs, de vous proposer des offres des tarifs de creuse, pardon, pendant les périodes de surproduction, donc entre 10 heures et 16 heures. Voilà, il va être proposé donc sur des plages horaires des possibilités de leur creuse pour inciter l'ensemble des clients à consommer sur ces périodes-là. Voilà, c'est une des solutions de flexibilité qui sont proposées pour répondre rapidement à ces phénomènes-là. Juste pour aussi un petit éclairage, là, je parlais du stockage. Dans le slide suivant, c'est juste pour vous montrer que ce sujet est un sujet qui est déjà bien lancé, puisqu'on voit que sur le réseau de transport, c'est 318 mégawatts d'installations de stockage qui sont déjà mis en service. Pour Enedis, c'est 748 mégawatts à la maille nationale. Et en attente, en fait d'attente, hein, dans les projets, on voit que les puissances sont assez importantes, puisqu'on a 12,3 gigawatts qui seraient concernés par des projets en développement sur du stockage et 1,5 gigawatts sur le réseau de distribution. Donc, on voit que le sujet du stockage est un sujet montant, qui est une vraie préoccupation ou un grand intérêt plutôt de l'ensemble de la filière. Voilà, donc on répond actuellement à ces demandes pour permettre, puisqu'il y a, comme vous l'avez compris, un intérêt au fait de pouvoir soutirer pendant ces périodes de surproduction. Voilà ce que je pouvais vous
parler en tout cas et vous présenter pour comprendre un petit peu mieux de quoi on parle quand on parle de congestion. Vous voyez que c'est tout de même pas, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout est arrêté, loin de là. Hein, j'insiste dessus parce qu'on peut, de manière ponctuelle, on peut voir des contraintes et ça peut bloquer des projets, c'est vrai. Et là, les équipes d'analyse sont là pour répondre à vos questions, voir les solutions, voir les perspectives. Pour autant, il y a de nombreux projets qui peuvent continuer à être développés, mais avec effectivement une notion qui est nouvelle pour nous tous, et on rentre plutôt dans une nouvelle ère. Là où on parlait il y a encore un an et demi d'accélération des ENR, aujourd'hui on va plutôt parler de régulation des réseaux entre la consommation et la production, et prendre conscience que le développement des ENR, ça ne peut pas être open bar. Il y a des limites au système. On voit qu'il y a des limites techniques. Il y a des limites financières, puisque il faut aussi pouvoir financer les réseaux et construire les réseaux de demain pour qu'ils soient adaptés. Aujourd'hui, on voit que RTE propose un nouveau schéma de directeur. C'est pas pour rien. C'est aussi parce que des grands plans industriels ne sont pas encore lancés et qui auraient permis de charger les réseaux en consommation. Je pense au plan de mobilité, je pense au plan de décarbonation. Ces plans ne sont pas encore réellement lancés en France. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, ça fait évoluer aussi les réflexions au niveau national. Et voilà, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui le schéma directeur de RTE a légèrement été modifié avec des investissements supplémentaires pour tenir compte malgré tout de ce développement des ENR qui sont toujours un enjeu à la maille nationale, mais pour autant, il faut aussi avoir cette réflexion et des intentions pour que il y ait plus de consommation, plus d'électrification des systèmes. Pas consommer plus, c'est pas ça le sujet, c'est bien d'électrifier les process industriels. Et là, c'est un vrai plan national là, qui est en cours, sur lequel voilà, tout le monde est concerné sur l'ensemble du territoire. En espérant que ces informations vous auront été utiles, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention. Je me tiens à votre disposition maintenant pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup, Patrick, pour cet exercice qui est pas évident de synthétiser en 3/4 d'heure un sujet qu'on pourrait traiter en plus d'une journée et qui implique beaucoup d'acteurs. Donc, c'est bien d'avoir cette vision pédagogique. Ce que je vous propose, c'est alors d'abord de vous dire que la présentation vous sera transmise. Vous pourrez consulter toutes les cartes, tous les liens. N'hésitez pas à poser des questions dans le canal de discussion. Et je vais, en même temps que vous posez vos questions et que Patrick Asquette prend le temps aussi de consulter les questions qui ont déjà été posées sur le canal de discussion, moi, je vais vous proposer de faire un point, une présentation sur le rôle des collectivités dans la planification des réseaux. Donc, continuez à poser les questions que vous avez. Ensuite, on va répondre à l'ensemble de ces questions-là. Et ensuite, on vous laissera la parole si vous avez des questions que vous ne voulez pas forcément évoquer sur le chat, mais que vous préférez exprimer de vive voix. Et en préambule de la présentation, que je vais réessayer d'afficher si j'y arrive, je vous demande un instant. Voilà. En préambule, je voulais, vous avez vu que dans les cartographies qu'a présenté Patrick Asquette, la Nouvelle-Aquitaine était un peu réduite vers le haut. Donc je voulais en préambule rappeler que le réseau électrique, il vous appartient, il appartient aux communes qui dans la majorité des cas, ont délégué cette compétence de réseau à un syndicat d'électricité, un syndicat d'énergie, ou en tout cas une autorité en charge de la gestion, de la concession, de la gestion des réseaux. Et sur 97% du territoire national, ces autorités concédantes ont concédé le réseau
à Enedis, et on a une particularité sur 3% du territoire, dont une bonne partie des Deux-Sèvres et de la Vienne, où il y a des ELD, des entreprises locales de distribution, que sont SRD pour la Vienne et Geredis pour les Deux-Sèvres, qui gèrent le réseau de distribution d'une grande majorité de ce territoire-là. À ce webinaire sont présents Arthur Mépuis de SRD et Benoît Garret de Geredis, que je remercie pour leur présence, qui, s'ils m'en donnent l'autorisation, pourront diffuser aussi une carte avec un état des lieux de la situation sur les Deux-Sèvres et la Vienne, et éventuellement, si vous avez des questions et qui peuvent y répondre tout à l'heure, n'hésitez pas. Vous avez vu que c'était un sujet complexe, donc qui nécessite une bonne connaissance du sujet pour que les collectivités puissent se l'approprier et intervenir. Donc d'abord, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous impliquer dans ces sujets-là? Diffuser ce webinaire en interne à la collectivité. N'hésitez pas à partager ou à nous solliciter, à solliciter le réseau Les Générateurs pour avoir une intervention sur les enjeux du réseau électrique, qu'on prenne un peu plus que 3 quarts d'heure pour discuter d'un sujet qui pour en comprendre la complexité, les mécanismes et les acteurs, en mérite un peu plus de temps. Donc on est à votre disposition pour organiser ça sur votre territoire. Ensuite, en tant que collectivité, vous pouvez avoir un rôle de communication, et communication sur ces sujets de saturation ponctuelle à des endroits du territoire, de communiquer un maximum sur tous ceux qui peuvent être concernés. Et ceux qui sont concernés, qui vont être directement concernés, qui sont déjà concernés, c'est ceux qui ont des obligations de mettre du photovoltaïque sur des bâtiments neufs, et ceux qui ont des obligations aussi sur d'équiper des ombrières, en ombrières photovoltaïques, leurs parkings qui font plus de 1500 ou plus de 10 000 m². Et puis il y a tous ceux qui sont soumis au décret tertiaire et qui ont des objectifs d'économie d'énergie et qui souhaitent utiliser le photovoltaïque en autoconsommation pour le faire. Ils peuvent être impactés, donc il faut absolument trouver la meilleure méthode adaptée à votre territoire pour communiquer le plus en amont possible auprès de ces personnes-là, pour que la réflexion autour de l'injection du réseau, de l'impact du raccordement sur le réseau électrique soit prise en compte et étudiée le plus en amont possible. Ensuite, en tant que collectivité, vous avez à la fois vous des projets, du patrimoine sur lequel vous développez des projets, et puis vous avez un rôle de planification. Donc à court terme sur vos projets, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, les installations qui font moins de 36 kVA, où l'injection sur le réseau est à moins de 36 kVA, ne sont pas impactées par ces limitations temporelles. Donc ça peut être déjà une limite quant à la communication sur les difficultés et la prise en compte de ces difficultés, et peut-être une idée pour adapter vos projets en fonction de ces contraintes-là. Sachez aussi que les contraintes étant liées au réseau électrique, tout ce qui est autoconsommation individuelle sans injection au réseau n'est pas du tout impacté par ces difficultés puisque n'injecte pas sur le réseau électrique. Pour limiter l'impact d'une production sur le réseau, n'hésitez pas à réduire la taille des installations. Ponctuellement, c'est une solution, c'est pas une solution que je préconise pour le développement des énergies renouvelables, mais ponctuellement, ça peut être intéressant pour débloquer un projet. Il vaut mieux un projet peut-être qui se réalise un petit peu plus petit que pas du tout de projet. Et éventuellement stocker pour aussi limiter l'injection sur le réseau et favoriser l'autoconsommation sur votre patrimoine. Vous pouvez aussi réduire la taille des installations, optimiser le dimensionnement pour rester en dessous de cette limite de 36 kVA, ou alors limiter l'impact sur le réseau des plus grosses installations. De manière générale, je pense qu'il faut prendre conscience que ce kilowatt d'accès au réseau en injection est vraiment un service public qu'on paye tous, parce que le réseau vous appartient aux collectivités, donc que vous payez tous. Donc il faut prendre conscience de la valeur
très importante qu'a ce kilowatt en injection qu'on met sur le réseau électrique. Ça a un coût. Et donc, il faut optimiser absolument ce service public et cette disponibilité du réseau en optimisant un maximum les installations de production comme les installations de soutirage et de consommation. Je vous donne un exemple sur le côté d'installation qui limite, dans sa conception, l'impact sur le réseau électrique. Vous avez une installation qui injecte moins de 36 kVA, donc qui n'est pas concernée par les saturations, et pourtant qui a une puissance électrique sur une installation photovoltaïque liée à l'onduleur qui est de 40 kW, sur lequel un bon dimensionnement peut être de mettre une puissance de panneau qu'on appelle la puissance crête qui est plus importante. Donc ça permet de valoriser un potentiel photovoltaïque tout en limitant l'impact sur le réseau, en favorisant l'autoconsommation. Donc il y a plein de pistes côté producteur ou producteur-consommateur pour essayer de bien utiliser les capacités d'injection au réseau. Un point aussi à noter, se développe beaucoup l'autoconsommation collective, le partage d'électricité entre plusieurs compteurs proches sur un réseau de distribution. Le fait de partager entre plusieurs compteurs implique le passage sur réseau. Donc la valorisation d'électricité en autoconsommation collective, comme d'autres valorisations comme la vente d'électricité, c'est pas l'autoconsommation collective qui va changer l'impact sur le réseau électrique, puisque l'électricité qui passe d'un bâtiment à l'autre via le réseau électrique impacte assurément le réseau électrique. Donc voilà comment vous pouvez faire en tant que producteur. Et il y a déjà des outils existants que je vous ai remis ici, deux RTE qui nous donnent sur capareseau.fr les capacités liées au S3RENR des réseaux électriques. Et puis sur votre compte collectivité Enedis, vous avez accès à deux outils d'Enedis sur la cartographie des réseaux HTA et basse tension et leur capacité disponible par secteur, par zone, par bâtiment, et puis un outil de simulation de projet de raccordement. Comme évoqué Patrick Asquette tout à l'heure, il y a un outil en cours de déploiement et de préparation à horizon 2027 de fusionner et d'avoir une vision claire et mise à jour sur les différentes contraintes, que ce soit de côté réseau de transport ou côté de réseau de distribution, pour avoir une lisibilité plus facile sur chaque territoire. Sur vos projets en cours, anticipez le plus possible la demande de raccordement. C'est ça qui vous fait rentrer dans la file d'attente des projets et qui vous permettra de raccorder au plus vite un projet qui est en cours de déploiement. Donc ne négligez pas ça et faites-le le plus vite possible, sachant que cette demande de raccordement ne peut être faite qu'une fois que la partie urbanisme, si le projet nécessite un certificat d'urbanisme, une déclaration préalable, un permis de construire, il faut que cette partie urbanisme soit traitée et acceptée. Vous avez aussi pour anticiper des contraintes potentielles, vous pouvez faire des demandes anticipées de raccordement sans certificat d'urbanisme. C'est un devis pour cette demande anticipée, est fait par Enedis, et puis et vous font une proposition de raccordement qui peut être après convertie en offre de raccordement dès que le certificat urbanisme sera transmis. Donc ça, c'est pour le rôle des collectivités que vous pouvez avoir sur vos projets, ou le message que vous pouvez faire passer aux acteurs qui développent les énergies renouvelables sur votre territoire. Vous pouvez aussi vous impliquer dans la planification territoriale. À l'échelle de la commune ou de l'EPCI, il y a plein d'outils de planification qui permettent de voir les enjeux autour des énergies renouvelables électriques, quel va être l'impact sur le territoire, comment vous souhaitez qu'il se déploie, et de faire le lien avec la planification du réseau électrique. Donc je ne vous le recite pas, vous les connaissez tous, ces outils de planification, et si vous ne les connaissez pas en détail,
je vous invite à regarder les webinaires précédents sur lesquels on a abordé l'ensemble des outils de planification pour les collectivités. Là où vous pouvez aussi vous impliquer, c'est que vous avez vu que l'évolution du réseau électrique nécessite de la construction d'ouvrages, de la construction de lignes, et avec des délais de réalisation qui dépendent aussi de tous les échanges avec les collectivités locales sur où est-ce qu'on implante ces lignes, où est-ce qu'on implante ces postes sources, ces ouvrages. Donc vous pouvez avoir un rôle de suivre et un rôle de facilitateur pour que les gestionnaires de réseau puissent réaliser et implanter les ouvrages le plus rapidement possible sur votre territoire pour limiter ces temps d'évolution du réseau électrique. Ça peut être un rôle très important pour participer à améliorer le traitement rapide d'une situation de congestion locale. Et au-delà de l'EPCI, échanger, partager l'information avec votre syndicat d'électricité, d'énergie qui est au cœur de ces sujets-là, pour avoir aussi un discours commun et puis partager un maximum d'informations. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Il y a un lieu aussi, le pôle ENR, qui est un lieu de participation, d'échange piloté par la préfecture et la DDT, et qui permet, au-delà de l'échelle de la communauté de communes ou de l'EPCI, d'avoir une vision à l'échelle départementale de l'état d'avancement de tous les projets, des opérations et de comment se développent et les projets énergie renouvelable et le réseau électrique sur le territoire. Donc c'est aussi un lieu d'échange et de partage important. Et ensuite, dans la planification du S3RENR, donc des réseaux électriques liés au développement des énergies renouvelables, suivez son évolution, comprenez son organisation et les acteurs qui sont impliqués, et faites remonter, lors de la réalisation de ce S3RENR, les volontés de votre territoire, et notamment de toutes les planifications que vous avez mises en œuvre. C'est de cette manière-là que la situation des réseaux électriques peut avancer de manière le plus sereine possible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se développe plutôt de cette manière-là. C'est quel projet se développe sur mon territoire. Les développeurs font remonter, comme disait Patrick Asquette, des projets pour de la planification du réseau électrique. D'un autre côté, qu'est-ce qui se développe sur mon territoire, ce qui vous sert, vous, à collectivité, à planifier votre plan climat, votre schéma directeur de l'énergie, mais il n'y a pas de lien qui est fait entre la planification du réseau électrique et votre planification à vous. Et c'est cette situation qu'il faut absolument améliorer, parce qu'il faut que la planification vienne des collectivités. C'est vous qui aménagez votre territoire et qui décidez comment, à quel rythme et à quelle puissance vous voulez déployer les énergies renouvelables électriques, mais avec quelque chose qui est cohérent avec l'état du réseau, ses capacités de développement et l'optimisation des coûts qui, de toute manière, sont payés par la collectivité de manière générale. Donc, une articulation entre la planification du réseau électrique, celle des collectivités, ces deux planifications doivent amener ensuite à développer les projets ou à orienter les opérateurs et les développeurs de projets vers les territoires où l'ensemble des feux sont ouverts pour développer ça. Bon, ça, c'est dans le monde idéal, mais c'est ce qu'il faut viser collectivement et pour que les choses se passent au mieux. Voilà pour la présentation succincte du rôle des collectivités. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus. Est-ce que, Patrick, tu as eu le temps de regarder peut-être quelques questions qui ont été posées? Est-ce que tu veux apporter des éléments de réponse à certaines questions? Oui, effectivement, j'ai commencé à regarder les questions et merci beaucoup pour vos réactions très pertinentes. Et je vais essayer d'apporter ces éléments-là. Alors, il y a une question qui était pourquoi se plaindre du prix négatif? Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Enedis est neutre, comme tous les gestionnaires de réseau sont absolument neutres par rapport à ces offres de marché. En fait, la réflexion, elle est juste de dire qu'il y a des conséquences pour le réseau et le système électrique. Et c'est en cela que ça apporte une complexité. Mais il n'y a pas d'avis à donner, on n'a pas d'avis à donner sur
les raisons ou les bonnes ou mauvaises raisons d'un prix négatif, mais juste les conséquences effectivement sur la gestion du système électrique. Voilà, c'est une petite précision là-dessus. Alors, il y a une remarque effectivement sur la Nouvelle-Aquitaine. Non, la Nouvelle-Aquitaine ne s'est pas réduite dans la nuit. Désolé, je l'ai pas précisé, mais c'était en accord avec nos collègues de GRD, de SRD, de GRDIS, pardon, de ne pas afficher donc cette partie-là, mais qui existe bien et qui est bien exploitée et conduite par les gestionnaires de réseau. Nous sommes présents, pas présents sur la totalité du territoire, donc on a souhaité ne pas présenter la situation, la situation de ces deux départements. Je laisse le soin à Mathieu, avec peut-être Benoît euh, et les collègues, de pouvoir éventuellement apporter des précisions sur la situation de ces départements-là, que l'on partage, mais de manière relativement, voilà, un équilibre relatif. Et donc, on ne pouvait pas afficher, en tout cas, pas afficher l'ensemble des informations sur ces territoires-là. C'est la raison pour laquelle elles ont été masquées sur la carte. Alors, il y a une question autour de est-ce que vraiment il y a un sujet autour d'un risque autour du blackout, comme cela s'est produit en Espagne. Alors, aujourd'hui, le RTE, hein, dans son analyse, d'abord, on connaît pas toutes les raisons du blackout espagnol, hein, donc on va pas pouvoir répondre concrètement, mais en tout cas, ce qu'on a compris de RTE, c'est qu'aujourd'hui, il y a nombreux systèmes automatiques et de régulation qui sont mis en place par RTE de manière très fine pour éviter justement le blackout. Tout ce que j'ai pu expliquer sur la flexibilité, sur les notions de le stockage notamment, hein, répond à des services systèmes pour cela, c'est de savoir répondre très rapidement sur des décrochages de fréquences. C'est le sujet, hein, quand il y a un écart important entre la consommation et la production, il faut savoir réagir très rapidement. Et RTE est complètement mobilisé là-dessus avec les gestionnaires de réseau et on met en place aujourd'hui des matériels qui permettent justement de faire découpler, de découpler l'ensemble des productions qui seraient trop importantes et de manière très rapide. Et c'est ce qui se fait tous les jours entre les agences de conduite régionales, les LEDIS et les équipes RTE ou dispatching. Il y a des demandes de découplage qui sont réalisées et on est face ou on limite des producteurs en fonction. Donc, parler d'un blackout, c'est vraiment la situation extrême et il faudrait de nombreux éléments au même moment pour arriver à cette situation-là. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, il est réellement d'apporter au service système toutes les possibilités de régulation et de réaction au plus rapide pour éviter justement ce risque. Il y avait une question autour de la plateforme cartographique. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des données qui sont mises à disposition. Tu en as parlé, Mathieu, des simulateurs également. La carte que je vous ai présentée tout à l'heure, ça sera un outil de plus supplémentaire à ce qui existe déjà. Pas avec la même approche, hein, vous l'avez compris. Mais on est plutôt sur une vision territoriale plus large pour voir de manière globale où sont les capacités restantes. Là où les outils d'aujourd'hui vous permettent malgré tout d'estimer, de simuler un raccordement, mais avec toutes les réserves que l'on peut avoir, hein, avec la même logique, hein, entre le moment où vous simulez le moment où vous faites votre demande de raccordement, en fonction des demandes qui sont déjà arrivées dans la file d'attente, voilà, il peut y avoir des différences et il y a de grandes précautions à prendre sur l'évaluation des coûts et des délais qui peuvent être donnés. Donc, c'est une vision, mais elle est à prendre avec beaucoup de réserve malgré tout. Donc, la carte sera bien complémentaire à ce qui est déjà disponible sur nos plateformes. Alors, il y a une discussion sur le territoire du 64, sur le chiffre exact. Alors, les chiffres que j'ai présentés là, c'est au 1er janvier 2026.
Alors, évidemment, la liste des dossiers suspendus va évoluer encore sur certains territoires, hein, puisqu'il y a une certaine inertie entre, il y a eu une certaine inertie entre les dépôts de raccordement. La communication, elle a été importante, elle a été menée sur tous les territoires. Il y a eu un forum, il y a eu des webinaires, tous les directrices et directeurs territoriaux, les IP, sont sur le terrain pour voilà, sensibiliser sur le sujet. Pour autant, voilà, il y a encore quelques dossiers qui sont déposés et dans des zones où il existe une congestion. Donc, on pense qu'il y aura encore quelques dossiers qui vont apparaître là en suspension, mais voilà, on a peut-être passé la grande vague et on peut s'attendre à avoir une stabilité de ces demandes-là dans ces zones-là. Ou alors après, ça peut être un choix involontaire des mandataires de vouloir déposer des projets, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, avec une stratégie de déposer le dossier dans une file d'attente et en attendant une révision. Donc, voilà, ça peut être une stratégie aussi volontaire d'entreprise. Donc, voilà, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que ce chiffre va évoluer au fil des mois. Et alors, on n'est pas, voilà, ne pas le prendre c'est une tendance hein, que je vous ai donnée, ne pas le prendre au pied de la lettre avec un chiffre. Vous êtes très certainement plus parfaitement au courant de la situation avec vos interlocuteurs privilégiés des territoires. Donc, vous avez très certainement raison sur le chiffre. Il y a une question autour des investissements de l'enveloppe de 346 millions d'euros qui est prévu dans l'exposé ONR par les GRD. Alors, il faut bien comprendre que effectivement, dès lors qu'on parle de 346 millions, là, ce sont des renforcements. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout prévu par la quote-part intégrée dans la quote-part. C'est-à-dire que indirectement, ça oblige les gestionnaires à renforcer les réseaux en parallèle de demandes de raccordement. Et cette enveloppe financière-là, effectivement, elle est bien financée par le TURC et elle n'est pas prise en compte par la quote-part, donc pas prise en compte ensuite dans la répercussion des prix de marché par les producteurs, enfin dans la relation après qu'ils ont dans la rentabilité de leur projet, pardon. Donc, c'est bien deux sujets différents. Il y a bien une part de quote-part qui est bien prise en compte par les producteurs. Et l'enveloppe pour les gestionnaires de réseau rentre bien dans le cadre du TURP. D'ailleurs, un message que l'on peut passer, c'est que dans la révision actuelle, le fait que l'on intègre un peu plus il est prévu d'avoir un peu plus de producteurs BT. On n'a pas encore arrêté définitivement le scénario, mais un des scénarios, c'était d'avoir un équilibre relatif entre les projets HTB et la BT. Eh bien, pour les projets BT, c'est bien les renforcements de réseau qui seront nécessaires, et donc c'est bien le TURC qui devra le financer. Ce n'est pas la quote-part. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte aussi hein, dans la révision. Ça aura un impact financier de ce point de vue-là. En tout cas, dans la partie études et analyse. Une question autour des auras. Elles doivent être proposées effectivement sur des territoires qui ne sont pas en congestion. On ne peut pas proposer aujourd'hui, là où il y a une saturation, effectivement, on propose au client soit d'attendre dans la file d'attente et d'attendre la révision, soit le client abandonne le projet et se retire. Il ne peut pas être proposé effectivement d'aura sur ces territoires-là. Une remarque sur effectivement le sujet de la pilotabilité des producteurs BT. C'est bien le sujet, c'est bien de pouvoir effacer ou de limiter des producteurs BT, comme on le fait avec les producteurs HTA d'ailleurs, hein, je l'ai dit. Donc voilà, les producteurs doivent en tenir compte à l'avenir. Donc les modèles, en tout cas les compensations ne sont pas encore complètement définies. Aujourd'hui, il est possible que dans les propositions à venir, comme on le fait aujourd'hui avec des producteurs HTA, on pourra accéder des raccordements, mais à une condition qui s'efface, mais à leur dépens. Et donc, il y aura une discussion, effectivement, il y aura une
notion contractuelle là-dessus pour que les déclassements et limitations ne soient pas à la charge du réseau. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été arrêté sur ce point-là. Chez nos collègues qui exploitent ces systèmes-là, l'avantage qu'ils ont trouvé, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est que ça permet un raccordement. C'est-à-dire que dès lors qu'on propose une pilotabilité et la possibilité d'effacer, ça permet aussi de mettre en service l'installation. Donc voilà, là où à des endroits, ça n'aurait pas pu être possible. Donc c'est quand même une donnée à prendre en compte. On pilote effectivement des énergies intermittentes, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans la journée, il y a une variation très forte et importante donc, des énergies en fonction s'il y a du soleil ou pas, s'il y a du vent ou pas. Eh bien, le système électrique, lui, il doit aussi adapter la production. Et c'est en cela que la pilotabilité est importante, parce qu'en fait, on devient dépendant de la météo et des variations de la météo. Donc, c'est en cela que la pilotabilité du système électrique est dépendante de ces énergies, des conséquences des énergies intermittentes. Je m'en suis arrêté là. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées. Je n'ai pas encore eu le temps de toutes les traiter. Désolé, je peux, si ça vous va, je continue à suivre. Ouais, merci Patrick. Et c'est bien, ça questionne beaucoup ce sujet-là. Et je pense que dans le quart d'heure qui nous reste, on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Et les questions auxquelles on pourra répondre, on pourra les ajouter par écrit avec les supports de présentation qu'on vous présentera. Et en tout cas, les questions qui sont en lien avec le raccordement au réseau électrique. Parce qu'il y a plein d'autres sujets. Je vois aussi dans les questions qui seront traitées dans de la planification énergétique locale, planification énergétique nationale, réglementation, et qui peuvent être traitées à d'autres moments, soit en visionnant les webinaires précédents du réseau des générateurs, soit en questionnant vos conseillers directement. Et peut-être profiter de ces 10 minutes, quart d'heure qui nous restent pour laisser la parole à ceux qui ont levé la main depuis un moment, qui souhaitaient poser une question. Je ne vois qu'une main levée là. Je vais peut-être laisser la parole à... Alors, c'est Laurence d'Artiglong qui s'affiche, mais je vois que vous êtes nombreux, donc je vous laisse prendre la parole pour poser votre question. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on est nombreux autour de la table. Je suis Julien Berthier, secrétaire général à la transition énergétique et à la planification écologique à l'agglomération Pays Basque. Bon, assez rapidement, deux éléments de réaction, mais que mes élus partageront au préfet de région prochainement sur l'absence d'anticipation et le coup près qui tombe, alors même qu'on n'est pas du tout informé du niveau de saturation des postes sources qui impactent notre territoire. À l'échelle Pays Basque, c'est 5 postes sources. C'est 78 communes et c'est 49% du territoire qui est impacté aujourd'hui sur les projets supérieurs à 36 kg. Donc, ce qui vient complètement percuter notre stratégie, plan climat et notre mix énergétique renouvelable en cours de développement. La deuxième réflexion que je vous partage, mais qui là aussi sera partagée par mes élus au préfet de région, c'est les exercices de planification que vous avez évoqués. Plan climat, schéma directeur des énergies, loi d'accélération des énergies renouvelables, où les territoires et les collectivités ont joué le jeu de la planification énergétique. Et le collègue d'Enedis, là, M. Asquet, évoquait on va dire, le regard sur les files d'attente et sur les projets développés par les développeurs. Mais voilà, il y a toute la planification qu'on a mis en œuvre au niveau des territoires. On a l'impression aujourd'hui que cette planification, elle n'a pas du tout été prise en compte dans, quelque part, la capacité des gestionnaires de réseau, RTE et Enedis, de pouvoir peut-être anticiper ce point de saturation actuel. Et ça, on le regrette. Bon, au-delà du constat, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de partager les perspectives qui s'offrent à nous. Et merci à M. Asquet de nous avoir évoqué un certain nombre de perspectives pour faire le dos rond jusqu'à 2040, puisque c'est l'échéance qui a été évoquée, notamment sur le stockage et la flexibilité. Les propositions aujourd'hui sont très faibles en direction territoriale 64, qui nous sont formulées, nous, CAPB, communes ou porteurs de projets. Donc, comment est-ce qu'Enedis va regarder au cas par cas ces solutions de flexibilité, ces solutions de stockage, et nous épauler concrètement et opérationnellement pour les mettre en œuvre? Je vous remercie. Merci, Monsieur Dartelong, de votre remarque et réaction. Un élément qui est essentiel aussi, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais
la logique du schéma S3R aujourd'hui, c'est le premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que toutes les planifications, toutes les anticipations, toutes les analyses, les stratégies que l'on décrit aujourd'hui, comme cela a été fait en 2020, s'appuient sur effectivement des gisements qui plus ou moins fonctionnent. Pour autant, à la fin, dans la réalité, c'est bien premier arrivé, premier service. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait la photo du schéma S3R et les développements des raccordements, et ce qui ce qui a été proposé en tout cas en 2021, eh bien, c'est pas du tout la même photo. Et c'est ça aussi un des sujets, une sensibilité du projet, c'est le fait de dire que le réseau de demain, ce sont les producteurs qui le prévoient. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit ni les gestionnaires de réseau, ni les territoires, avec toute la bonne volonté et l'envie et la mobilisation, mais les réseaux de demain, il faut l'entendre comme ça avec la loi telle qu'elle est décrite aujourd'hui, avec la notion de premier arrivé, premier service, c'est bien les producteurs qui feront les réseaux de demain, c'est-à-dire au fur et à mesure que les demandes arrivent, on va adapter les réseaux et construire les réseaux. Mais du coup, c'est pas du tout c'est pas forcément, je ne sais pas si je suis clair là-dessus, c'est pas forcément les analyses que nous avions au préalable et qui nous permettaient de penser que les projets allaient arriver à tel ou tel endroit. Vous voyez, est-ce que je suis clair sur le sujet? Oui, pour moi, c'est très clair. Sur le constat, c'est très clair. Après, moi, je renouvelle le questionnement de mes élus sur l'absence d'anticipation. La logique du premier arrivé, premier servi, elle est complètement contre-intuitive par rapport à l'enjeu qui repose derrière les 3 ENR, d'être dans l'anticipation et dans l'adaptation des réseaux sur le moyen et long terme pour permettre justement le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Donc le constat, je le partage. J'interroge juste le cadre de l'exercice tel qu'il est posé avec la façon dont aujourd'hui les gestionnaires de réseau tiennent compte justement du développement des projets dans l'absence d'anticipation et en se focalisant uniquement sur les demandes de raccordement au fil de l'eau portées par les développeurs ou les porteurs publics que nous sommes qui développent des projets. C'est important de bien partager cette notion-là, de cette notion de premier arrivé, premier servi, parce que nous-mêmes, gestionnaires de réseau, nous souhaiterions avoir une idée précise par anticipation de là où seront les projets de demain. Et aujourd'hui, force est de constater que, encore une fois, on s'appuie sur une expérience récente. Quand on questionne aussi la filière ENR, qui quand même devrait avoir une bonne idée de ces projets-là, malgré tout, et c'est pas du tout un reproche, c'est juste qu'on voit bien que c'est une difficulté aussi pour chacun des acteurs d'avoir une prévision certaine des projets. Et donc certains sont matures, certains sont réels, et puis d'autres ne sont pas encore dans les cartons. Et quand on fait un exercice à 2040, nous, en tout cas gestionnaire de réseau, on aimerait bien avoir une vision très précise pour commencer à travailler sur les projets. Aujourd'hui, on risque, si on va trop vite, on risque d'investir sur des ouvrages sur lesquels il n'y aura pas de raccordement à la fin, de demande. Vous voyez? Donc il y a quand même un risque financier et on est bien obligé d'adapter les réseaux. Et une fois que les déclenchements des travaux sont décidés, vous voyez aussi l'inertie et le temps qu'il est nécessaire pour faire accepter des projets de structure sur le terrain, l'acceptabilité des ouvrages. Et il y aura un sujet avec les collectivités. On aura besoin de travailler ensemble pour faire accepter les grosses structures qui seront nécessaires aujourd'hui sur le terrain. Et vous le savez aussi bien, parfois il y a aussi des refus de passage de réseaux électriques. Donc voilà, le sujet n'est pas simple. Le constat, on peut faire le même constat. On est tout à fait d'accord sur le constat. On aimerait pouvoir être plus rapide. Mais voilà, il faut aussi prendre en compte la réalité des choses sur le terrain. Tout le monde n'est pas à fond sur les ONR, je suis désolé de le dire comme ça. Ça peut apporter des freins aussi dans la mise à disposition des ouvrages. Et on est là pour vous aider et on est là pour essayer de trouver des solutions, évidemment. Sur le sujet du stockage d'effectivité, vous l'avez compris, il faut qu'on puisse vous apporter des éléments. Alors, la flexibilité, vous l'avez compris, sur des situations locales où il y a de la saturation, la flexibilité, elle sera limitée. Sur le stockage également, il y a un grand programme là je vous parlais du cadre réglementaire, mais il va évoluer et on attend des précisions là de la DGEC et de la CRE sur ce sujet-là. Et on est amené à avancer avec vous sur ces projets, mais
évidemment, on est à votre écoute et on va vous accompagner sur cette projet. Merci Patrick. Je vais laisser la parole à Adeline Charry. Bonjour et merci. Moi, je voulais relever, en tout cas partager avec vous une problématique juridique que l'on a sur les projets sur grande toiture ou sur les projets d'ombrière. Donc, on est en Lot-et-Garonne, territoire complètement saturé, et on est aussi service instructeur de ces demandes d'autorisation d'urbanisme. Concrètement, est-ce qu'il y a des consignes ou des ajustements prévus au niveau de la DGEC? Aujourd'hui, on autorise un PC sous réserve que la toiture photovoltaïque ou que l'ombrière photovoltaïque soit faite, puisque c'est la loi. On est censé émettre une DACT quand les travaux sont finis, mais là, ils ne seront pas conformes au PC, donc la DACT ne peut pas être délivrée, ce qui est problématique pour certains porteurs de projets qui ont besoin de cette étape-là pour ouvrir d'autres droits. Et puis le PC, il a une durée de validité aussi. Donc en fait, comment on gère cette difficulté-là? Merci. Oui, vous avez raison, Madame Charret. Ça, c'est une vraie difficulté. Vu on voit bien des délais de construction des ouvrages qui sont à venir. Il y a un vide, on va dire, là-dessus, un vide juridique, dans le sens où la loi PER est arrivée en 2023, prévoyait et même mettait obliger un certain nombre de collectivités ou d'industriels à développer des énergies renouvelables. Et on voit qu'aujourd'hui, le réseau ne peut pas aller au-delà. Donc, il y a réellement aujourd'hui un vide juridique sur cet aspect-là. Comment vous, les collectivités, par rapport à la loi, comment vous devez répondre et par rapport au PC, du coup, effectivement, le fait que vous puissiez délivrer des autorisations administratives, les délais de raccordement étant ceux qu'ils sont, surtout sur le Lot-et-Garonne, on sait bien que ça va être un délai long. Eh bien, quid de ce délai, de cette autorisation et cette possibilité de maintenir dans le temps cette autorisation-là? Est-ce que dépasser 10 ans sera encore possible de pouvoir maintenir la demande de raccordement alors qu'elle est en file d'attente? C'est une vraie question. On l'a évoqué hier en réunion avec le préfet du Lot-et-Garonne. Nous avons une réunion hier soir. On a posé le sujet aussi de cette manière-là. Voilà, donc il y a effectivement une question à faire remonter à la DGEC sur cet aspect-là, quid des autorisations administratives dans le temps. Excusez-moi, je me permets de rebondir l'anachronique de l'agglomération d'Agen parce qu'on a la même problématique qu'Adeline. Et nous, ce qui a été vu avec l'échange avec les services instructeurs qui instruisent les permis État, que les porteurs de projets déposent leur permis avec l'obligation de photovoltaïque, qui reçoivent un refus d'Enedis de raccordement et que les porteurs de projets déposent ensuite un permis de construire modificatif sous couvert de justification que Enedis ne peut pas raccorder, qui est prévu dans le cadre de la loi certains articles. Voilà ce qui a été convenu, nous, en tout cas, agglomération d'Agen. On a pas eu cette précision-là hier soir, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de maintenir les projets en file d'attente avec un PC modificatif, c'est ça? Mais non, on annule on supprime le photovoltaïque en toiture des projets, étant donné que le raccordement n'est pas possible. Sur justification du courrier de Enedis qui ne permet pas le raccordement. D'accord. Ce qui conduit par contre à ce que jamais finalement ces projets ne seront équipés alors qu'ils le pourraient et ils le devraient vu leur taille. Parce que dans zone d'activité, ça questionne quand même. Il y a à la fois une situation d'urgence à gérer et il y a aussi quand même l'ambition de solarisation qu'il faut peut-être pas oublier. Oui, de toute façon, c'est une question qu'on fera par différents canaux de votre côté et puis d'une autre remontée pour que la DGEC s'en saisisse au plus vite pour clarifier, ça c'est sûr. Et c'est très bien vos deux propositions parce qu'on peut à la fois gérer l'urgence à travers l'instruction sans photovoltaïque, tout en gardant le fait que la toiture, la structure, le bâtiment soit solarisable, en continuant l'évolution du réseau électrique et de pouvoir déclencher un projet dès que le réseau le permet. Pour essayer de jongler entre court terme et long terme. Mais merci Adeline pour cette question. Il nous reste de quoi prendre encore une ou deux questions si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main.
Bon, ben alors, je vois pas de main levée, hein. Je me gourre pas. Non, c'est bon. Eh bien, je vous propose de clôturer ce webinaire et puis de vous envoyer, comme j'indiquais, le support de présentation, les cartographies de SRD GREDIS pour le territoire des Deux-Sèvres et de la Vienne, et puis un document de questions-réponses pour les questions écrites auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vous remercie en tout cas encore une fois de votre mobilisation. Merci à Patrick Asquette pour son intervention. Et puis, continuons à construire ensemble en responsabilité l'ensemble des énergies renouvelables et électriques sur notre territoire. Et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Très bonne journée. Au revoir, merci.